Et Vidocq, en fait, vous avez eu différentes premières propositions. Je crois que c'est Dominique Farrugia qui produit le film. Vous Ouais. arrivez sur Vidocq naturellement ou on vous propose d'autres projets, y compris aux États-Unis, Ah non, pas du tout. Ah non, là, j'étais vraiment, voilà, c'était un vœu pieux en fait. Voilà, tout d'un coup, je m'étais dit, voilà, ah ben je peux être metteur en scène, machin, etc. Et j'ai commencé à réfléchir parce que c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que le chemin, comment devenir metteur en scène, j'avais aucune idée de comment le faire. Surtout qu'en France, on a une culture de auteur metteur en scène. Donc j'avais jamais écrit de script euh, pour de vrai. Puis j'avais jamais eu le temps de vraiment me mettre sur un script et autres. Donc comme je commençais à mettre à l'idée. Donc premier truc, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et ma passion dans la vie, c'est l'avion. Voilà, ça fait longtemps que je suis pilote privé et j'ai une passion qui est la voltige. Mon truc, je fais que ça, je fais de la voltige. Et donc, voilà, je suis passionné par les personnages d'histoire aussi, et je cherchais un thème sur l'avion. Et je cherche, je lis les bouquins, sans vraiment avoir de pistes. En plus que je bossais, donc j'avais pas non plus beaucoup de temps pour ça. Et puis j'avais fait un film avec Farrugia, un peu d'effets spéciaux. Donc, et puis les pubs, donc Farrugia me connaissait. Et un jour, Farrugia vient me voir et me dit, écoute, voilà, j'ai un script avec plein d'effets spéciaux. Je sais pas si on peut faire ça en France. J'ai besoin de ton avis honnête. Est-ce que c'est trop compliqué pour la France ou est-ce que tu me recommandes d'aller aux États-Unis? Et il me dit, voilà, c'est un film sur Vidocq, un film d'époque, un film sur Vidocq, etc. Et c'est là où je lâche la bombe à Dominique. Et je lui dis, bah, écoute, tu sais, bon, d'abord, Vidocq, je connais vraiment bien Vidocq. J'ai grandi avec Vidocq à la télé. La série télé, j'étais un grand fan, donc je connais le personnage. Je trouve que c'est extraordinaire. Et voilà, après mon expérience d'Alien, j'ai envie d'être metteur en scène et je pense que voilà, que je pense que je pourrais être la personne pour ce film. Hmm. Et Farrugia me dit, bah, écoute, j'avais pas pensé à ça, mais je sais pas, écoute, je vais y réfléchir. Bon. Et une semaine après, Dominique me rappelle et me dit, bah, écoute, voilà, je t'envoie le script et lis-le comme réalisateur. Ok, Et top. donc là, Et et donc je lis le script, machin, je fais mes notes, mes propositions, ouais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Et c'est là que l'aventure démarre et que je pars sur ce projet incroyable qui est Vidocq. et en fait, dans le scénario c'est de Granger, Jean-Christophe Granger. Hein. Alors, en fait, c'est Étienne Boisset, donc Guillaume Canet, qui est le personnage principal et qui fait l'enquête. On va pas déflorer le film, évidemment. Mais je voulais savoir, ça a toujours été cette version, que ce soit lui-même qui fasse l'enquête sur la disparition de Vidocq? Oui, Ou oui, non, 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 le film lui-même a pas beaucoup changé. En fait, entre la première version que j'ai lue et la version à l'écran, hein, la vraiment grosse différence était que à l'époque, c'était pas des vierges que la chimiste trafiquait, mais des enfants. Et que du coup, les enfants, ça me faisait un peu chier. Et surtout, et après avoir fait La Cité des enfants perdus, faire un film avec des enfants, je me disais, voilà, on va dire que je copie Jeunet, machin, etc., que j'ai pas d'imagination. Donc c'était deux raisons, à la fois le côté enfant, machin, pédophile, ça m'intéressait pas du tout. Et le fait que j'ai fait La Cité avant avec Jean-Pierre, voilà, c'était les deux trucs qui m'avaient fait aller vers cette direction-là et proposer un truc beaucoup plus moral, des jeunes vierges. Ça va être drôle. Voilà, hein, Jean-Philippe Touraine. Et voilà, je trouvais que il y avait, on retrouvait le même côté, tout qui était la pureté, et qu'on retrouvait la même truc de pureté, de concept de pureté avec une jeune vierge ou un enfant. Donc voilà, c'était pour moi la seule chose que j'ai changé fondamentalement. Et après, voilà, après on travaillait sur le script, sur la matière, sur le truc. Mais l'idée originale est très très proche de ce que Granger avait écrit au départ.
Et par rapport au casting, donc c'est Gérard Depardieu, il y a Inès Sastre aussi, et puis Guillaume Canet. C'est votre idée première ou après je sais pas si ça se dit encore, ou vous pensiez à d'autres acteurs, ou c'était une évidence pour vous. Il y a Moussa Maskri aussi. Non, ouais, non, le casting, en fait, le premier truc, c'était effectivement de caster Guillaume. Donc, donc à l'époque, voilà, il y avait pas beaucoup quoi, il y avait toujours beaucoup d'options, mais Guillaume était un peu le jeune premier de l'époque, ressemblait un peu au personnage, un peu naïf, gentil, etc. Ouais, il était parfait pour le rôle. Après Gérard, alors le truc c'est qu'au au tout départ, quand Farrugia avait développé le projet, c'était Lanvin qui était Vidocq. C'était Lanvin. Et puis Lanvin, je sais plus quelle raison, je sais plus la raison du truc, mais bon, Lanvin est parti du projet, hein, et il fallait trouver un Vidocq. Et comme c'était comme un gros budget, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un acteur pas connu, hein, et que très rapidement, bah, le seul acteur voilà, capable à tous les niveaux de faire Vidocq, c'était Depardieu. Et donc D'accord. on est arrivé sur Depardieu, hein. Moi j'étais à la fois ravi et terrorisé, hein, de me faire bouffer par le monstre, hein. Et avec qui j'avais travaillé d'ailleurs, avec qui j'avais fait Astérix avec Gérard, hein. Et je m'étais à l'époque bien entendu avec lui, hein. Et donc, quand on lui a proposé Vidocq, il m'est tombé dans les bras. Ah ouais, premier, bon, Vidocq, voilà, c'était pas un argument, mais c'était voilà, Vidocq va être le premier film digital au monde, etc., super visuel, etc. Et Gérard a dit ouais, etc. Je veux absolument participer au premier film numérique du monde. Ouais, il est super enthousiaste. Et voilà, j'ai eu une expérience avec Gérard qui était incroyable, qui était D'ailleurs, un mec qui était, pardon? excusez-moi, ouais, je disais, c'est rigolo parce que je crois que c'est dans le commentaire audio, vous dites que votre premier plan avec Gérard Depardieu, fallait qu'il monte 130 marches, je crois, Oui. à Paris, et vous flippiez, entre guillemets, de sa réaction, s'il allait le faire, juste pour monter ces fameuses marches pour le premier plan, ou si ça n'allait pas le faire, entre guillemets. J'étais terrorisé parce que Gérard, voilà, Gérard, c'est quelqu'un qui vous aime ou qui vous déteste. Il est entier. C'est un animal, c'est un enfant. Donc le premier jour de tournage, on tournait au Panthéon, sous le dôme du Panthéon. Et il n'y avait pas moyen il y avait pas moyen de voir un ascenseur, etc. Il fallait y aller à pied. Et je me disais, putain, Gérard, bon, il est quand même fort. Et il y a premier jour de tournage, se taper 250 marches le matin pour aller monter là-haut, faire 10 plans et redescendre. Je me suis dit, voilà, il y a deux solutions. Ou il refuse de monter pour une raison X ou Y et je suis dans la merde, parce qu'il va bosser avec une doublure et je suis marron. Ou il accepte de monter. Voilà, s'il accepte de monter, il y a deux solutions. Ou une fois arrivé en haut, il me déteste parce que il a souffert sa race pour monter là-haut, ou alors il est OK. Et voilà, et en fait, il est arrivé le matin, il a regardé, oh putain, c'est haut ça, hein. Puis il a commencé à déconner avec les machinaux, parce que par contre, le matos, on montait avec des monts de charge, il commençait à déconner avec les machinaux, mettez-moi avec la caméra, là, je suis gros, mais ça supportera. Il dit non, non, Gérard, tu déconnes. Là. Donc finalement, il a monté les marches. Et puis arrivé en haut, il était frais comme un gardon, il m'a pas détesté, il était content de bosser. En plus, je faisais plein d'essais techniques, donc il était fasciné par la technique. Mm. Ouais. Donc il était vraiment au taquet. Et la seconde surprise, c'était, je sais plus si c'est le deuxième jour ou le troisième jour, le tournage, vraiment pareil, quasiment dans la foulée, hein. Là, on tournait aux Invalides. Et donc, du coup, on tournait sous les toits les Invalides, à plein de marches et tout le bordel. Mais Gérard, ce jour-là, n'était pas dans le plan de travail. Je tournais avec une doublure, justement, je voulais économiser Gérard, donc j'avais ma doublure de Gérard, qui était un mec extraordinaire, et pour faire tous les plans larges, etc. Et j'arrive à l'époque, c'est toujours pareil, on faisait des horaires de tournage qui étaient midi, 7h30, et en fait, on mangeait, le déjeuner était avant le tournage, donc on arrivait vers les 11h. L'équipe arrivait à 10h pour préparer, à 11h, on se mettait à table, et à midi, on commençait à tourner.
Et j'arrive le matin, etc., pour commencer la prépa et tout le bordel. Et puis je passe à côté de la caravane de Gérard et je vois Gérard dans sa caravane. Et donc, poliment, je frappe à la porte, je lui dis bonjour, et je dis à Gérard, bah, t'es là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas dans le plan de travail. Et il me dit, ouais, etc., j'avais pas grand chose à faire, je voulais voir comment ça se passait. Voilà, donc, si tu as besoin de moi, je suis là. Et je dis à Gérard, c'est cool, mais tu sais, on tourne en haut du dôme des Invalides, c'est encore des marches à monter, et puis c'est des plans larges. Ouais, mais bon, je suis là, j'ai ma fille à aller chercher à l'école à 5 heures, donc voilà, je suis prêt à le faire. Et j'ai là, Ok. ma mâchoire est tombée. Et j'ai dit, bah écoute Gérard, ouais, tu mets ton costume, on y va. Et donc du coup, Gérard, voilà, avec le grand sourire, est monté encore, il y a moins de marche, peut-être 220, en haut, et a fait tout un tas de plans larges à la con. Des plans larges, je ne me disais pas que c'était lui. Et du coup, du coup, j'ai rajouté des plans. Comme il était là, je n'allais pas faire que des plans larges, donc j'ai rajouté des plans voilà, pour l'utiliser au maximum. Et voilà. Et donc, et après, voilà, ça a été, voilà, le- mon rapport avec Gérard a été vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et sur le plan visuel, ce qui est génial aussi dans Making of, on voit que en pré-production, vous avez testé différents types de caméras, mini DV, HD, 35 mm. Et quand vous êtes aperçu sur le tournage que la haute définition, est-ce que c'était pour vous c'était plus simple, ce qui vous permettait peut-être de sortir de votre storyboard parce que je vois dans le film quand on regarde l'analyse de la mise en scène, vous passez du point de vue objectif et parfois vous faites des points de vue subjectifs aussi. Donc je voulais Mhm. savoir si c'était la facilité de la HD qui permet ça. Oui, Pour... alors, bon, donc, en fait, c'est un peu plus pointu que ça. En fait. Au départ, en fait, effectivement, j'avais fait ces essais de caméra à la fois pour me rassurer et pour rassurer les producteurs, distributeurs de la qualité. Parce que mon truc était, je voulais donner à Vidoc un côté science-fiction. C'est-à-dire que je voulais. Les films de cap et d'épée en France, c'est une culture. On a fait des films de cap et d'épée depuis que le cinéma existe, qui ont une couleur, qui ont une matière, et je voulais pas faire. Je voulais aller en dehors de ça, et je voulais donner à ce film, qui était un film fantastique, donc avec des dimensions fantastiques, je voulais donner une dimension visuelle fantastique inhabituelle pour un film français de cette catégorie. Hein. Et donc mon parti était d'essayer de faire un film de science-fiction dans le passé, du rétro-futur, comme on dit. Hein. Et donc d'imaginer comment en 1850, ou comme 1830, parce que ça fait en 1830, à cette époque-là, comment on pouvait voir le futur. Et pour moi, le futur, à l'époque, c'était les peintres, c'était les artistes qui donnaient des visions, en fait, du futur, parce qu'il n'était pas question de voir en science-fiction à l'époque, mais c'était comment représenter l'époque et peut-être l'époque à venir, il n'y avait pas encore les impressionnistes, mais il y avait une transformation dans l'art. Et donc, j'ai commencé vraiment à chercher dans les tableaux des peintres de moitié du 19e siècle, 1800 et quelques, avec Courbet, avec Moreau, avec voilà, des gens qui avaient une image très très forte. Et ça, c'était mon côté visuel, pictural, peinture. Et je voulais attacher à ça une autre écriture, en fait. Et pour mélanger, pour donner une modernité à ça, mon expérience était le jeu vidéo. En fait, moi à l'époque, j'étais pas un joueur. J'ai toujours eu peur du jeu vidéo, j'ai toujours eu peur que ça me plaise, hein, et que je me retrouve happé, parce que j'avais un pote qui était vraiment dans le jeu vidéo à mort, etc. J'avais peur de ça. Et même mes enfants jouaient aux jeux vidéo, etc. Là, j'ai laissé faire évidemment. Et donc mon fils aîné adorait jouer à Tomb Raider. Et à l'époque, à Tomb Raider, donc c'était vraiment les années euh, fin 90. Hein. Et c'était quand même relativement pas très sophistiqué, mais c'était quand même en 3D, etc. Et il y avait des modes caméra où donc lui avec son joystick il dirigeait Lara Croft, hein, et il y avait un mode automatique où la caméra changeait. En fait, automatiquement, la caméra pouvait être le point de vue de Lara Croft, pouvait être un plan qui la suivait, un plan qui la précédait, un plan large. Et donc,
mon fils jouait comme ça, puis la caméra, bon, sur les cas. Et je regardais ça, et je me disais, putain, mais il y a une vraie écriture cinématographique. C'est une écriture cinématographique très particulière, qu'on n'a jamais vue, et où la caméra n'a pas de poids, et, euh, et j'étais fasciné par ça. Et je me disais, pas, c'est vraiment ce que je veux pour Vidoc. Je veux avoir ce côté expérience où on a une expérience différente d'un film traditionnel, où la caméra est toujours en mouvement. Donc c'est là où j'ai pris le parti pris de filmer au Steadicam. Donc je crois que c'est un des premiers films, je sais pas, mais le film est entièrement tourné au Steadicam à part quelques plans de grue, hein, mais c'est que du Steadicam. Ma caméra principale est Steadicam. Il n'y a pas un plan sur pied. Et ce qui était pas du tout à l'époque, le Steadicam, c'était la caméra 2. Hein. Moi, j'ai inversé le truc. Et, et puis, ça, c'était pour le côté fluide et mécanique. Et d'un autre côté, l'image. Donc, moi, j'avais connu l'évolution avec les effets spéciaux de la caméra HD. C'est Sony qui avait fait les caméras HD à l'époque, c'est des caméras fixes, quoi, les caméras photo. Ensuite, ils ont passé les caméras vidéo haute définition. J'ai vraiment suivi l'évolution de cette image. Et pour moi, l'image HD avait un truc aussi très nouveau de profondeur de champ, de grand angle, qui amène ce côté d'immersion, presque de réalité virtuelle. Et j'étais fasciné par ça. Et quand j'ai appris que Sony faisait une caméra vidéo digitale pour le cinéma, j'ai sauté sur l'occasion et demandé à Sony, voilà, est-ce qu'on peut avoir cette caméra qui préparait à l'époque pour Lucas, pour Star Wars, mais Lucas n'avait pas encore utilisé. Et donc j'ai des potes à Sony qui, ouais, bien sûr, on peut te prêter la caméra. Et donc je fais venir la caméra en France. Et c'est là où je fais les essais. Donc avec 5 caméras, avec une caméra HD, la caméra 35, la caméra 16, caméra vidéo, etc. Et pour voir le spectre de qualité et après de retransférer toutes ces... Donc j'ai fait une séance avec une nana en costume, tout le bordel, pour vraiment avoir la matière de Vidoc. Et après reprojeter en 35 pour voir ce qu'on donne au final là-dedans. Et voilà, sans aucun doute, la caméra HD me donnait cette qualité d'image qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vraiment vue, avec beaucoup de détails dans les noirs, avec une espèce de sharpness un peu particulière. Et j'ai convaincu tout le monde en me disant, voilà, on y va. Donc on tourne 100% digital. Il n'y aura pas une image de film une image 35 mm dans le film. C'est 100% digital. Et j'ai même tourné avec des caméras à l'époque, ça s'appelait les paluches, des caméras vidéo que j'avais mis sur Gérard, que j'avais mis sur les chevaux, que j'avais mis sur une perche. J'ai vraiment fait du cinéma expérimental pour ça. Et voilà. Et je suis parti sur ce modèle parce que du coup la caméra était assez légère pour être sur un Steadicam et avoir ce côté fluide pour donner au spectateur un point de vue qu'il n'a pas l'habitude de voir. Vraiment, pour moi, j'étais vraiment dans ce côté expérimental. J'étais pas encore dans la réalité virtuelle, mais pour moi, c'était presque ça. En fait, c'est amener les gens dans la VR. Ce côté famille qu'on trouve sur Vidoc, vous faites le commentaire audio avec Jean Rabas et on voit que vous êtes complice. Il y a vos enfants qui sont dans le film. Vous parlez d'aviation. Il y a vos amis du club d'aviation de Coulommiers qui vous fait un coucou à un moment, semble-t-il, pour des tournages extérieurs. Ouais, carrément, ouais, qui attaque le tournage. C'est génial. Et donc, il y a le côté effectivement très famille qui est mis en avant dans Vidoc. J'ai étudié un peu les chiffres. Alors, il y en a qui disent que c'est un succès correct, ou non, Vidoc est un film culte. C'est une expérience cinématographique, comme vous mettiez en avant. Et puis, le DVD a beaucoup aidé, me semble-t-il, quand bien même, un petit bémol, on n'a pas de Blu-ray par rapport au film. Je sais, c'est terrible. Mais et donc, pour vous, vous êtes pleinement satisfait de Vidoc quand il sort, ou vous êtes un peu, entre guillemets, frustré, mais c'est de la provocation si je vous dis ça Non, maintenant, sur la sortie de Vidoc, je suis les deux, en fait. Je suis extrêmement satisfait, extrêmement frustré. Extrêmement satisfait parce que voilà, le film est reconnu pour être quelque chose. Et d'ailleurs, la première presse que j'ai vue, qui était la presse, c'était le JDD, le journal du dimanche, qui avait fait une page sur Vidoc le dimanche avant la sortie du film, et qui était Vidoc, ça c'est du cinéma.
un article dithyrambique et qui m'avait donné du baume au cœur, que putain, c'est génial, etc. Et puis, le film est sorti. Et là, c'est là où les critiques sont parties complètement dans tous les sens. Libé, évidemment, à l'époque, machine dans les bottes, c'est quoi ce tas de merde, etc. Voilà. Voilà. Donc les critiques ont été extrêmes. Ok, oui. Ou c'est génial, ou c'est de la merde. Ah, c'est ça. Et à l'époque, Jean-Pierre m'avait dit, m'avait dit surtout, regarde pas les critiques, tu vas te faire mal. Et évidemment, comme tout, voilà, on me dit de pas faire un truc, tu le fais. Et j'ai commencé à lire les critiques, et là, c'est vraiment, j'avais l'impression qu'on me plantait les couteaux dans le ventre, qu'on voulait m'assassiner, et c'est une expérience qui était horrible. Et puis Hmm. bon, après, bon, j'en ai fait mon deuil. Mais c'était, voilà, il y avait des trucs extrêmement violents qui ont été faits, hein. Et puis, bon, et puis, par rapport à la France, il y a aussi un autre truc qui m'avait extrêmement choqué, qui était les Césars. Et Mhm. les Césars, le film n'a eu aucune nomination. Et même, c'est Jean-Pierre qui me dit, Amélie était de la même année, hein, et Jean-Pierre me dit, Amélie était la même pour les costumes. Bon, les costumes, je veux bien, mais ok, mais Vidocq n'a pas été nommé pour rien, même pas pour les costumes, pour les Hmm. décors, pour la photo, pour, pour tout ça. Bon, ne pas avoir gagné un prix, c'est une chose, mais ne pas être nominé, bon, c'était mon premier film. Même si bon, je cherche pas à faire. Bon, moi, je m'en branle perso, j'ai pas d'ego, donc je m'en branle. Hmm. Mais pour l'équipe, pour Jean Ramas, pour tout le monde, que Vidocq ne soit même pas reconnu, de dire putain, les Français ont fait un travail de taré, hein, ça m'a vraiment fait vachement mal. Hmm. Vachement mal parce que c'était chier sur la famille. C'était chier sur les gens qui ont bossé avec moi, qui ont cru en moi, qui ont fait ce film qui est quand même incroyable. Et que la profession, parce que bon, les Césars, c'est uniquement la profession, hein, que la profession a complètement snobé. Et Hmm. pour moi, voilà, c'était super, super lourd, super lourd. Alors que le film a eu une carrière, voilà, j'ai à Sitges, en Espagne, au Festival Fantastique, j'ai eu tous les prix, meilleur metteur en scène, meilleur machin, meilleur tout, j'ai raflé tout. Voilà, j'ai fait le tour du monde avec le film quand il est sorti. Le film a super accueilli partout dans le monde, quoi. Alors que qu'on n'aime pas un film, ok, mais chier dessus à ce point-là, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Est-ce que c'est ça qui vous... parce qu'après, suite à Vidocq, vous avez sans doute d'autres propositions en France, mais l'appel d'Hollywood est né naturellement. Non, non, parce qu'après, non. Après, bon, j'ai eu pas mal de projets en France. Le premier projet que j'avais, en fait, c'était un projet avec Gérard, avec Depardieu, qui était une sorte de comédie, comédie aventure, où il voulait un peu un genre l'emmerdeur, mais d'action. Fallait pas. Le film, c'était Fallait pas. Et puis bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est trop long, mais le film c'est pas fait, etc. Et puis ben, j'avais aussi un autre projet qui s'est pas fait. Et puis entre-temps, à cause de Vidocq, parce que Vidocq c'était un film culte quand même, malgré tout, hein. Et j'étais le metteur en scène, le hot guy de l'époque. Et les studios étaient super intéressés d'aller chercher un peu de sang neuf. Et j'ai été convoqué, voilà, appelé par des agents américains qui voulaient me représenter. Et moi, à l'époque, bon, j'étais, ouais, pourquoi pas. Bon, je connaissais les États-Unis, j'avais fait mon expérience d'alien. Voilà, j'étais pas forcément fan de vouloir revenir aux États-Unis, mais bon, pourquoi pas. Et c'est là où donc l'agent me fait venir à LA. Je fais tout un tas de rendez-vous avec des studios. Je commence à lire tout un tas de scripts. Et pour, au final, me retrouver avec Catwoman, avec mon chat derrière moi qui se C'est pas, manifeste. pas scénarisé, hein. Non, c'est pas du tout, c'est pas fait exprès. Et, Et, et du coup, c'est comme ça que Catwoman est venu et que de fil en aiguille, voilà, je suis parti faire Catwoman.